le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bon début de week-end. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h. Depuis la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlichi Dorelas pour la présentation. Bonsoir Joël, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. En Israël, une bousculade géante fait plus de 40 morts. Au moins 40 personnes sont mortes dans une gigantesque bousculade lors des célébrations d'une fête religieuse à Méron, au nord d'Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou est arrivé sur place en fin de matinée. Voici un reportage signé TV5 Monde. Benjamin Netanyahou à Méron, venu constater les dégâts, là où la nuit dernière, ce qui devait être un événement festif a tourné au cauchemar. La catastrophe du mont Méron est l'une des plus graves qui ait frappé l'État d'Israël. Nous pleurons les victimes, nous sommes de tout cœur avec leurs familles, ainsi qu'avec ceux qui ont été blessés, et nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Ils étaient plusieurs dizaines de milliers pour un pèlerinage autour du tombeau présumé de Rabbi Shimon Bar Yochai, à qui l'on attribue la rédaction du Zohar, ouvrage central de la mystique juive. Mais un peu plus tard dans la soirée, une bousculade géante a eu lieu et a fendu cette foule compacte, laissant place au chaos. Beaucoup de personnes sont arrivées, mais la police n'a pas voulu les laisser sortir. Alors les gens ont commencé à être écrasés les uns contre les autres. Des dizaines de personnes ont été piétinées à mort à cause de ça. Rapidement, les secours sont déployés sur place et des hélicoptères arrivent en renfort pour évacuer les victimes et les dizaines de blessés. Les autorités avaient autorisé la présence de 10 000 personnes, mais elles étaient manifestement beaucoup plus. Une foule que la police a eu du mal à contenir. C'était une nuit difficile, une nuit tragique. Moi, Shimon Lavi, prends à ma charge toute responsabilité pour le bon et le mauvais. Place désormais à l'enquête afin de déterminer clairement les circonstances qui ont mené à une telle cohue sur des lieux qui portent encore les stigmates de la terreur. Au Brésil, aucun confinement de longue durée prévu pour le deuxième pays le plus endeuillé au monde. Rien qu'au mois d'avril, au moins 100 000 personnes sont décédées du Covid-19 au Brésil, plaçant le bilan total à 400 000 morts. Pourtant, aucune mesure de confinement longue durée n'est prévue. Cette stratégie sanitaire suscite l'incompréhension du Sénat brésilien. Le 27 avril, une commission d'enquête parlementaire a été mise en place pour déterminer la responsabilité de l'État dans la gestion de la crise. Voici un reportage de nos confrères de la RT. Des cimetières pleins dans tout le pays. Ici, à Sao Paulo, les familles endeuillées ne cessent d'enterrer leurs morts. Pour le seul mois d'avril, le pays déplore 100 000 morts du Covid-19. Et encore, ces chiffres seraient sous-évalués selon de nombreux experts. Pourtant, aucune annonce de confinement longue durée à l'horizon de la part du gouvernement. Par conséquent, la ville et ses métros sont toujours bondés. J'ai peur et nous sommes tous très inquiets. J'essaie d'éviter de sortir. Les gens ont besoin de se déplacer pour manger. Quelle serait la bonne solution? Ils devraient tout fermer pendant 2 mois pour voir si les cas diminuent. Mais ils continuent de le faire tous les 15 jours. C'est inutile. Ça ne marchera pas. Et avec ces nouveaux variants qui arrivent ici, ça va être pire. Malgré l'urgence, la vaccination peine à s'accélérer. La campagne a débuté mi-janvier avec les vaccins AstraZeneca et Coronavac. Jeudi soir, 1 million de doses Pfizer sont arrivées dans le pays. Mais pour le vaccin russe Sputnik V, attendu par de nombreux États pour accélérer le mouvement, l'homologation est toujours en débat. Une lenteur dont le Brésil se serait bien passé, tant le gouvernement est déjà la cible de critiques internes en raison d'une stratégie sanitaire qui suscite l'incompréhension. Mardi au Sénat, une commission d'enquête parlementaire a été mise en place. Objectif, déterminer la responsabilité de l'État et notamment celle de Jair Bolsonaro qui ne semble pas déstabilisée.
Il y a les responsables et ceux qui sont coupables d'action, d'omission, de négligence ou d'incompétence. Et si cela est prouvé, ils seront tenus pour responsables. Ce sera la réponse pour nous reconnecter avec la planète. Les crimes contre l'humanité n'expirent jamais et sont transnationaux. Je ne suis pas inquiet au sujet de cette enquête. Je ne suis pas inquiet parce que nous ne sommes redevables de rien. Mais la situation politique demeure sous tension, d'autant que dans l'hémisphère sud, l'entrée dans l'hiver approche et fait craindre une diffusion accrue du virus, à laquelle s'ajoute la multiplication des variants. Avec 400 000 morts pour 212 millions d'habitants, le Brésil est le deuxième pays le plus endeuillé au monde après les États-Unis. Direction le Tchad, des proches d'une victime de la répression encore sous le choc. Des familles endeuillées après la répression de la manifestation contre le Conseil militaire de transition sont encore sous le choc. Voici un reportage signé Africa News. C'est la consternation pour cette famille tchadienne endeuillée par la mort d'un de ses fils, tué mardi lors de la manifestation contre le Conseil militaire de transition au pouvoir depuis la mort d'Idriss Déby Itno. Difficile de comprendre le choix des militaires de tirer sur des manifestants pacifiques. Pour ses proches donc, la victime est un martyr de la démocratie. Il n'a rien. Il est parti avec ses bras. Mais comment ils vont le tuer avec le fusil? Pourquoi? Il n'a rien avec lui. Il est parti comme ça avec ses amis. Ils sont nombreux. Mais ils ont vu mon fils seulement tirer. Il est mort comme ça. Ça m'a choqué beaucoup. Moi, je suis là, je sais comment faire. Vraiment. C'est difficile avec moi. Je dis c'est un martyr du moment où, quand il s'est engagé, il ne savait pas ce qu'il attendait. Il se battait pour une cause noble. Il voulait que le Tchad soit démocratie. Et c'est ce qu'ils nous ont promis dès le début, mais ce n'est pas ce qu'on vit. Au moins 6 personnes ont été tuées lors de la manifestation de mardi. Des populations qui appelaient au respect des dispositions constitutionnelles. Le Tchad est choqué parce que le gouvernement ne tient pas compte de la population. Il ne connaît pas la misère que la population est en train de vivre. Ils ne veulent pas écouter la population. Les étudiants sont en train de chômer. Ils étudient, mais ils ne sont pas intégrés. Il y a des gens qui travaillent, ils n'ont pas de salaire. Les Tchadiens rêvent donc de changement après les 30 ans de pouvoir sans partage d'Idriss Déby Itno. Mais la succession dynastique en cours à N'Djamena, incarnée par le général Mahamat Idriss Déby, semble aller à l'encontre de leurs aspirations. Manuel scolaire palestinien, l'UNRWA, condamné par Bruxelles, le Parlement européen a adopté une résolution exprimant son inquiétude face au discours de haine et à la violence enseignés dans les manuels et les écoles gérées par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens ou UNRWA. La résolution exhorte l'agence à supprimer le contenu offensant, soulignant que l'aide de l'UE devrait être subordonnée au matériel éducatif conforme aux normes de paix, de tolérance, de coexistence et de non-violence de l'UNESCO. Voici un reportage signé I24 News. En 72 ans d'existence, jamais l'UNRWA n'avait été pointé du doigt par l'Union européenne. Pour la première fois, Bruxelles exprime son inquiétude face au discours de haine et à la violence enseignée dans les manuels scolaires et dans les écoles gérées par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Le Parlement européen a adopté une résolution appelant l'UNRWA à supprimer le contenu offensant des livres scolaires. L'aide financière de l'Union européenne, qui provient de l'argent des contribuables, doit être conditionnée à la correspondance du contenu des ouvrages aux valeurs prônées par l'ONU et doit proscrire toute incitation. Le matériel éducatif doit être conforme aux normes de paix, de tolérance, de coexistence et de non-violence de l'UNESCO. Une résolution sans précédent, vivement saluée par les groupes israéliens de défense et de surveillance qui analysent les manuels scolaires palestiniens. Il s'agit d'une étape vraiment importante dans la lutte visant à empêcher l'UNRWA d'inciter chaque jour des milliers d'enfants à la violence, à l'extrémisme et à l'antisémitisme. C'est la toute première fois qu'une législature intervient pour dire à l'UNRWA que ça suffit.
Si c'est la première fois que l'Union européenne dénonce la responsabilité de l'UNRWA dans les diffusions antisémites et antisionistes, Israël et des organisations juives luttent depuis des années pour que les pays qui financent l'agence onusienne contrôlent le contenu de ses ouvrages scolaires. Reste à savoir si les exigences de Bruxelles seront mises en application, car sur le terrain, difficile pour l'UE de vérifier la transparence des manuels financés par l'UNRWA. Direction l'Hexagone, en France, violence contre les forces de l'ordre, une cible privilégiée des terroristes. Les agressions contre les forces de l'ordre se sont multipliées en France. Stéphanie Montfermé, victime de la 17e attaque contre la police depuis 2014. Voici un reportage signé France 24. 3 semaines seulement après l'attentat de Charlie Hebdo, un homme armé d'un couteau attaque 3 militaires devant un centre communautaire juif à Nice. Les victimes sont légèrement blessées. L'agresseur, lui, est arrêté. Il était déjà connu pour avoir attaqué des policiers par le passé. À cette époque, les attaques terroristes se multiplient en France. Mais il faut attendre 2016 avant que les forces de l'ordre soient à nouveau visées. Le 1er janvier, à bord de son véhicule, un homme fonce sur 4 militaires en patrouille devant une mosquée de Valence. Là encore, il ne fait que des blessés légers. Il finit par être arrêté. Une semaine plus tard, un homme muni d'un couteau de boucher et d'un dispositif explosif factice tente d'entrer dans un commissariat dans le 18e arrondissement de Paris. Il blesse un officier avant d'être abattu. L'homme portait avec lui un drapeau du groupe État islamique. En juin 2016, en banlieue parisienne, à Magnanville, un couple de policiers est pris pour cible. L'homme est poignardé à mort et la femme est décapitée. L'assaillant prend ensuite en otage leur fils de 3 ans. Le garçon finit par être récupéré sain et sauf après que la police donne l'assaut et tue l'agresseur. Durant les négociations, l'homme avait indiqué avoir prêté allégeance au groupe État islamique. Il avait déjà été incarcéré auparavant pour avoir été en lien avec des organisations djihadistes. En février 2017, un homme tente de pénétrer à l'intérieur du musée du Louvre à Paris. Muni de 2 machettes, il blesse un militaire tandis qu'un autre lui tire dessus à plusieurs reprises avec un fusil d'assaut. L'assaillant est immédiatement arrêté et hospitalisé. 1 mois plus tard, lors d'un contrôle routier à Garges-les-Gonesse, en banlieue parisienne, un homme de 39 ans ouvre le feu sur un policier avec un pistolet à grenaille. Il prend ensuite la fuite et se dirige vers l'aéroport d'Orly, où il agresse une militaire et s'empare de son fusil d'assaut. Quelques minutes plus tard, il est abattu par 2 autres officiers. En avril 2017, dans la capitale, sur les Champs-Élysées, un policier est tué et 2 autres sont blessés. Tous ont été visés par un homme équipé d'un fusil AK-47. L'assaillant est ensuite abattu par d'autres agents. Près d'1 an plus tard, en mars 2018, une prise d'otage a lieu dans un supermarché à Trèbes, dans le sud de la France. Un gendarme, qui commence par négocier avec l'assaillant, décide de prendre la place des otages. Après 3 heures en tête-à-tête avec le terroriste, il est grièvement blessé par balle et au couteau. Arnaud Beltrame ne survit pas à ses blessures et succombe quelques heures plus tard. L'auteur de l'attaque est lui abattu après l'intervention du GIGN. L'attentat est ensuite revendiqué par le groupe État islamique. L'attaque d'octobre 2019 est la plus meurtrière. Elle a lieu à la préfecture de police de Paris. L'un des employés poignarde à mort 4 de ses collègues, 3 policiers et un agent administratif. Le tueur finit par être abattu. La piste terroriste est confirmée quelques mois plus tard. C'est la fin de la page internationale au grand journal du 14h pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Présentation Erlich Dorelas. Production Edprod. Réalisation Télé Beltor pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. C'est le week-end au repérage de température pour ce vendredi. Boston 62 degrés Fahrenheit, 17 degrés Celsius. Et Jacmel 86 degrés Fahrenheit, 30 degrés Celsius. Il y en a qui vont aller à l'église dimanche, il y en a qui vont se rendre à la playa pour se décompresser un peu. Mais gardez le sourire ça rajeunit le visage. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, passez un excellent week-end en compagnie de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Bonsoir et bon week-end. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.